Benoît Leschenoux, bonjour. Vous êtes directeur de la société AgriFrance, qui est une filiale de la banque BNP Paribas. Nous allons aborder le sujet de l'investissement sur les vignobles. Comment faire pour investir sur le marché du vin, en fait, finalement. D'accord. Écoutez, quand on raisonne investissement viticole, en fait, il faut savoir qu'il y a deux options possibles d'investissement. Soit la première, vous investissez sur le vignoble en tant que tel, c'est-à-dire le foncier et l'exploitation, et auquel cas vous êtes viticulteur exploitant, au même titre qu'un agriculteur. Soit vous prenez l'hypothèse où vous n'avez pas de temps pour vous en occuper, votre investissement est structuré autrement, et là vous êtes un investisseur pur et vous investissez dans une société de type groupement foncier viticole et vous achetez des parts de ce bien qui est loué à un exploitant qui lui prend à sa charge l'exploitation, le vignoble, les stocks, le matériel, tout le capital d'exploitation. Alors, quand on est un investisseur qui veut investir sur le foncier, quels sont les critères dont il faut tenir compte? Alors justement, je pense que dans un premier temps, les investisseurs raisonnent beaucoup fiscalité, ce qui n'est pas forcément le meilleur des critères, en tout cas celui à mettre en avant. Je pense que quand on raisonne investissement et notamment en foncier rural, il faut dans un premier temps avoir présent à l'esprit que c'est un investissement de diversification patrimoniale. Dans un deuxième temps, c'est un investissement plaisir. On se fait plaisir en achetant des parts ou un vignoble dans telle ou telle région. Et puis, il faut avoir conscience aussi de la région, du budget que l'on peut consacrer, du temps que l'on peut consacrer. Est-ce que l'on est compétent ou pas pour gérer un vignoble, par exemple? Le critère de la fiscalité est quand même important et d'ailleurs je pense qu'il existe des moyens de défiscaliser avec l'investissement sur les vignobles, donc lesquels sont-ils? Alors en fait les moyens qui existent en ce qui concerne le foncier rural en général et plus particulièrement viticole, la défiscalisation existe au niveau de l'ISF, puisque vous avez des abattements notamment liés au bail rural à long terme qui vont de 50 à 75% pour schématiser, et vous avez la même chose sur votre investissement en matière d'ISF, c'est-à-dire que sur 100 d'investissement, vous pouvez défiscaliser de 50 à 75% de la valeur investie. D'accord. Comment a évolué le prix du foncier viticole depuis quelques années? Alors la difficulté, c'est qu'il n'évolue pas dans le même sens en fonction des types de marchés. Pour le très haut de gamme, je crois qu'on peut dire que sur les 15 dernières années, c'est un foncier qui a progressé et qui continue à progresser. Sur un foncier plus moyenne gamme, voire bas de gamme, ce sont des parcelles, des appellations qui ont connu une certaine crise viticole du monde du vin liée à l'activité économique, à la conjoncture. Et là, le foncier viticole a suivi un petit peu la tendance, c'est-à-dire à la baisse pour certaines appellations. Donc je crois que la difficulté en foncier viticole, c'est vraiment de rentrer dans le détail et de savoir de quoi on parle comme type de bien et d'appellation. D'accord. Et puis la région dans laquelle on investit a aussi une importance ou... Oui. Oui, je pense que la région, alors s'il y a un critère d'agrément, si on veut résider sur place, a une importance, mais en termes d'investissement, le terroir, l'appellation est primordial. Je pense qu'une région comme la Champagne, la Bourgogne pour certains types d'appellations, le Bordelais pour certains types d'appellations, sont des régions qui restent encore très cotées et très intéressantes patrimonialement parlant. Pourquoi? Parce qu'on est sur des appellations qui se commercialisent très très bien, et notamment à l'étranger. Sur les domaines cotés, il y a beaucoup de transactions. Est-ce que ça ne doit pas être facile? Non, ça serait faux que de dire qu'il y a beaucoup de transactions. On est sur un marché de niche. Le très très haut de gamme représente peut-être moins de 5% des transactions, des ventes de parcelles viticoles en France. Donc on est sur des marchés extrêmement limités, à la fois du côté des acquéreurs et des vendeurs. Je parle pour le très haut de gamme. Aujourd'hui, le marché du vin, il est mondial. Oui. Investir sur des vignobles étrangers, c'est simple, aux critères Personnellement, français. je n'interviens pas sur ce type de marché. Bon, par contre, on a des contacts à l'étranger. C'est toujours plus compliqué quand vous êtes investisseur, que par exemple vous n'êtes pas sur place. C'est toujours plus compliqué d'aller à l'étranger par définition. Donc ça veut dire qu'il faut avoir sur place une structure avec du personnel, une équipe, vraiment en qui vous ayez entièrement confiance pour vous représenter et pallier je dirais, les absences sur le domaine.
Mais le critère de terroir est un peu le même qu'en France, et le terroir est très important en Le France. terroir est très important en France, c'est vraiment une particularité. À l'étranger, et notamment en Amérique du Sud, le critère de terroir est moins important, même si dans certaines régions il se met en place petit à petit. Et ce sont des vignobles qui sont beaucoup plus neufs, beaucoup plus récents. Alors que les vignobles français ont plusieurs siècles, voire plusieurs dizaines de siècles pour certains, comme la Bourgogne. Donc on n'est pas sur le même pas de temps, si vous voulez, en termes de durée, de notoriété et de connaissances. Benoît Leschenault, merci.